Donc, depuis tantôt, on parle des liens finalement entre la santé métabolique, la santé mentale, pour en venir éventuellement à parler de l'activité physique. Et je vais tout de suite, en fait, nous ramener à nos diapositives. Donc, toujours, si vous n'avez pas pris le temps de le faire, allez ouvrir de votre côté le PDF de la présentation. C'est toujours plus simple, en fait, si vous avez le PDF à l'écran avec vous, peut-être sur un écran même distinct, c'est encore plus facile. Moi, je m'assure de le projeter le plus souvent possible, mais c'est le fun aussi de voir des gens qui se parlent et pas voir des diapositives avec un bruit, j'allais dire un back vocal, j'ai pas la traduction française de ça, là. Donc, voilà. On est rendu ici, au Lancet. Le Lancet qui est un petit journal. Tout petit. Tout petit, voilà. Il donne une très bonne réputation. Ouais. Qui nous dit quoi maintenant? Bon, et ça, je pense que c'est littéralement une de mes études préférées, parce qu'elle répondait à des questions que je me suis souvent posées, que d'autres personnes m'ont souvent posées. Là, ce qu'ils ont regardé, c'est le lien entre la santé physique. Donc, on est encore sur la multimorbidité physique, donc l'accumulation de minimalement 2 maladies chroniques et plus. Et eux, ce qu'ils ont regardé, c'est dans le premier tableau au-dessus, c'est chez les personnes qui ont déjà une dépression à l'inclusion, combien ça... Et c'est une étude longitudinale. Okay. Donc, dans le temps. Dans le temps. C'est pas on parlait de transversal voilà, tout à l'heure. C'était donc... moi, dans ma vie, j'ai une femme qui est professeure à l'université, donc moi, j'entends parler à chaque soir de choses que vous n'entendez pas nécessairement parler dans votre quotidien, là, donc on va définir un peu plus, là, mais donc une étude transversale qui est à un moment donné. C'est ça, à un moment donné. Et donc, ce qui fait que c'est compliqué de faire la causalité et l'inférence. C'est beaucoup plus compliqué. Et puis, il y a les études, soit interventionnelles ou longitudinales, qui sont des études, effectivement, qui durent dans le temps. Et donc, quand on veut regarder des associations avec des phénomènes, c'est beaucoup plus lourd. Voilà, c'est ça. En termes de robustesse, donc, on a du longitudinal devant nous qui a été publié dans le Lancet. C'est ça. Et donc, le premier tableau, c'est presque 19 000 personnes où ils ont regardé le lien chez des personnes qui ont déjà une dépression à l'inclusion et la variable qui leur importait, c'était le fait de maintenir la dépression. Okay. Donc à l'inclusion de l'étude. Donc, dès le départ de l'étude, il y a déjà un état dépressif, voilà, donc on n'étudie pas ça. Non. Et là, on veut voir est-ce que l'état perdure dans le temps au travers des années. Exactement. Des années, on parle de... C'était un an. Au travers des mois, finalement. Ouais. Et ce qui ressort, c'est que... Et ce que j'adore, c'est qu'ils ont fait un gradient. Donc, on n'a pas de maladie chronique, puis on en a 2, 3, 4 ou 5. OK. Et on voit que... Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils l'ont ajusté. Donc, on a le modèle non ajusté, un modèle ajusté sur l'âge et le sexe, et un modèle complètement ajusté. Ça veut dire quoi, un modèle complètement ajusté? Ça veut dire qu'on prend toutes les variables que l'on sait qui sont connues pour être associées à notre variable dépendante. Donc, dit autrement, on sait quelles sont les variables qui sont associées à la dépression. Donc, on va venir contrôler le modèle statistique sur ces variables-là pour être sûr que si on obtient un effet, cet effet n'est pas dû aux autres variables qu'on n'aurait pas contrôlées. Là, on sait que si on... variables confondantes. Exactement. C'est exactement ça. C'est des variables confondantes. J'ai du bon vocabulaire. ça me valorise aujourd'hui. Donc, parfait. Donc, ça permet d'isoler le plus possible, finalement, l'élément qu'on recherche à travers cette étude-là. Et après ajustement, qu'est-ce que ça nous dit? Et ce que ça nous dit, c'est qu'on voit qu'il y a un gradient à partir du moment où il y en a deux maladies chroniques. Et je rappelle, sur le maintien de la dépression, on voit donc que plus on a de maladies chroniques, plus on est à risque, donc on tombe chez les personnes qui en ont plus que 5, à un risque de 2. Donc, c'est quand on a contrôlé sur tous les facteurs connus pour jouer sur la dépression, malgré tout. Donc, on est dans la colonne de droite. Dans le fully adjusted. Exactement. Dans les premières sous-références. Sous le mot référence, on a nos cotes selon les 2 conditions, 3 conditions, 4 conditions ou 5 conditions. Exactement. Donc, jusqu'à 2 fois plus, Voilà. Donc, on se rend compte que même quand on contrôle sur tous les paramètres connus, la santé physique joue. Et on voit que c'est un facteur à partir de 2, c'est-à-dire que le rapport de cote est déjà plus important à partir de 2 maladies chroniques. Mm-hmm. Puis, ce que j'aime, par contre, c'est le tableau du dessous, c'est les personnes qui n'avaient pas de dépression à l'inclusion. Et là, ce qu'on regarde, c'est la survenue de la dépression. Et on est sur 135 000 c'est personnes. C'est ce que j'allais dire. Le N n'est pas du tout le même. Il faut dire que c'est plus facile de trouver des gens qui n'ont jamais eu de dépression que l'inverse. Mais on parlait de 19 000 en haut, si on arrondit, puis 135 000. Voilà. Et là, ce qu'ils ont regardé, donc, c'est la survenue de la dépression. Toujours pareil, donc on voit la multimorbidité physique, donc le fait d'avoir des maladies chroniques. Donc le gradient 2, 3, 4 ou 5, puis les 3 modèles. Et on se rend compte que même quand on ajuste sur toutes les variables qui sont connues, donc qui peuvent expliquer la survenue de la dépression, à partir de 2 maladies chroniques, il y a déjà une augmentation
de la probabilité d'avoir une dépression si on a des maladies chroniques. Puis d'ailleurs, même à 2 conditions, que ce soit ajusté ou non, Oui. on était encore à 1,41. Donc, dans tous les cas, ben, ça donne le goût de rester en santé. Oui. Hein? Ça donne le goût de prendre soin de soi. Parce que si je traduis ça, finalement, c'est que, bon, même sans, ben, ça peut être mon cas, là, j'ai jamais eu de dépression diagnostiquée à tout le moins, là, on a nos hauts, nos bas, là, mais ben, de conserver un état de santé, d'éviter finalement les conditions associées, la comorbidité, ben, je réduis significativement, même très significativement, mon risque de dépression. Exactement. De dépression, c'est ça. Super. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait la même chose sur l'anxiété. Et sur la prochaine, donc. Ouais, la prochaine. Ouais, OK. Et ce qui est intéressant, c'est que donc on retrouve exactement le même phénomène. C'est-à-dire que même quand on ajuste sur toutes les variables qui sont connues pour être associées à l'anxiété, ce qui ressort, c'est que, ben oui, à partir du moment où on en a 2, on se rend compte que c'est associé soit au maintien de l'anxiété, soit c'est associé à la survenue de l'anxiété. Ce qui veut dire que donc le fait d'essayer de prévenir l'apparition de maladies chroniques est important justement pour essayer de préserver sa santé mentale. Donc, le trouble anxio-dépressif, disons, au sens large, là, et souvent, c'est des conditions qui sont très associées. Qui surviennent chez les mêmes personnes. Donc, ouais, une raison de plus. Et sais-tu pourquoi? C'est-tu moi qui échappe un petit point? Parce qu'on a aucune comorbidité, puis on tombe à 2. Est-ce qu'il y a une condition? Ça, c'est juste un choix des chercheurs, mais on sait que même une. On aurait déjà quand même... Ouais. C'est juste que le risque est plus faible, mais on le sait que même une maladie chronique, en plus... Et surtout que quand on parle de problèmes métaboliques, on s'entend que la haute tension artérielle, la dyslipidémie, le tour de taille, ben, le tour de taille peut-être un peu moins, là, parce que... mais on a l'obésité... Dans le sens que ça peut s'additionner rapidement. Oui, ça va c'est très plutôt vite. Rare qu'on a la haute pression sans avoir d'autres problématiques du même ordre. Donc, ça peut expliquer pourquoi finalement, souvent, il y en a de toute façon 2, voire 3 d'emblée. Et aussi, je pense que l'important, c'est de remettre de l'avant le fait qu'on se rend compte qu'avant, les gens avaient une maladie chronique. Maintenant, on est à pas loin de 30% de la population qui en a 2. 30%. Et si on lâche pas, on va faire plus encore. Voilà. Et là, je parle même pas de la population avec des problématiques de santé mentale. Je parle de la population québécoise. On est à 30%. 30%. Donc, ça commence à faire pas mal. Et si, en fait, la plupart des gens qui vont nous écouter, c'est des professionnels de la santé, donc vos patients, vos clients, ou si vous êtes quelqu'un du public qui écoutez ça par curiosité, si vous avez de la haute pression artérielle et que vous prenez des bêta-bloquants, un médicament quelconque pour baisser votre pression artérielle, vous êtes encore malade. Vous avez encore un facteur de... Vous faites encore de la haute pression. Votre symptôme est plus là. Donc, la pression, si on prend on met le brassard, elle est contrôlée. La médication contrôle, mais la condition, elle est là. La dyslipidémie, c'est la même chose. Si vous prenez une statine pour diminuer votre niveau de cholestérol, vous avez encore la condition. Elle est juste contrôlée. Donc, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de gens encore qui croient qui ne font pas, même en clinique, je fais encore un peu de clinique, ils vont dire, j'ai pas de problème de santé. Non, mais pourtant, oui, mais j'ai contrôlé, il est plus là. Donc, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Non. Et les études, d'ailleurs, qu'on voit là, c'est pas nécessairement des cas non contrôlés. C'est pas en fait, c'est à 99% probablement, parce que si ils sont dans le système, donc c'est en général contrôlé. Après ça, il y a de la compliance suffisamment au traitement, on verra, là, mais essentiellement, c'est des gens qui ont un entourage pour gérer des symptômes. Exactement. Et que ça cause quand même ça. Fait que je pense que ça vaut la peine de le mentionner parce que on peut avoir parfois l'impression que c'est comme une espèce de... C'est des gens, mais eux, ils contrôlent pas leur... Non, c'est pour tout le monde. Ahmed, qu'est-ce que l'ONU? Oui, ça, c'est que là, c'est l'OMS. L'OMS, pardon, je cherchais en français. Et en fait, l'idée de ça, c'est de dire que une des grosses inégalités qu'on retrouve chez les personnes qui ont des problématiques de santé mentale, surtout les troubles mentaux graves, c'est qu'on sait qu'elles ont une mortalité prématurée de 15 à 20 ans plus jeune que la population générale. 15 à 20 ans plus jeune. Ça, c'est la mortalité. Ouais. On parle même pas du niveau de santé. Là, non. Mais, je parle juste de 15 à 20 ans. 15 à 20 ans plus jeune. Donc si on parle de 80 ans en moyenne, homme-femme... on est aux alentours de 60 et quelques années. Ouais, wow. Ça, soit dit en passant, c'est l'âge de la retraite. C'est ça. Essayons d'en profiter un peu. Oh, pardon. Et
Ce que je trouve plus intéressant, qui parfois c'est un peu triste, en même temps c'est un peu lueur d'espoir, c'est que quand on regarde les causes de mortalité, c'est que les causes de mortalité, ce sont des maladies circulatoires en majorité, puis maladies respiratoires, puis des cancers, puis tout ce qui est des troubles neurologiques. Donc par exemple ici, il mettait Parkinson, Alzheimer, puis troubles digestifs. Donc pour faire simple, si on regarde les grandes catégories de causes de décès, elles peuvent être prévenues. Et je dis bien, elles peuvent être prévenues. Je ne parle même pas uniquement de l'activité physique, c'est-à-dire que ce soit des maladies circulatoires, des maladies respiratoires, elles peuvent être prévenues, que ce soit prévenues ou traitées, en tout cas, par la modification du mode de vie ou par des médicaments, des avenues pharmacologiques. Ouais. Donc, on se rend compte qu'on pourrait les éviter. Ouais. On pourrait les éviter. Mais. On ne le fait pas. Ouais. Je comprends. Et on arrive graduellement à la fin de ce premier segment. En fait, j'ai pas pris le temps de le mentionner. Je vais revenir à nous d'ailleurs. Je me promène un peu d'un écran à l'autre. Mais j'ai pas pris le temps de vous le mentionner. Mais il y a 3 grands segments, en fait, dans la formation qu'on fait là. On va terminer ce premier segment-là avant de passer au prochain où on va parler des professionnels de la santé. Et dans le dernier, où est-ce qu'on rentre dans le vif du sujet de l'activité physique, les effets, en fait. Là, je me trompe pas? Ah ouais, c'est ça. En fait, on est là. Mais commençons par résumer ce premier segment. C'est ça. Et donc, moi, ce que j'aimerais que les gens retiennent de ce premier segment, c'est que, on sait qu'il y a des problématiques de santé physique et qu'il va falloir s'en occuper. On sait que les causes de mortalité, on peut les éviter. Donc, encore une fois, on n'est pas sur des maladies qui ne sont pas gérables, qu'on ne peut... C'est pas une infection d'un virus ou est-ce que... C'est ça. On ne peut pas le prévenir. C'est arrivé, on ne sait pas pourquoi. Là, on tombe sur des maladies chroniques dont on peut éviter les conséquences. Qu'on a bâti pendant des décennies. C'est ça, qu'on a laissé faire, etc. Donc, finalement, on se dit, ce qu'il faudra retenir, c'est que, oui, ce sont des personnes qui meurent plus jeunes, mais décèdent plus jeunes de maladies chroniques et leurs conséquences qui, elles, peuvent être prévenues ou gérées. Et donc, il y a des choses qu'on peut faire. Parce que l'avantage, ça veut dire que ce n'est pas une fatalité. Merci, parce que jusqu'à maintenant, on avançait vers le mur et là, on va comprendre comment on fait pour bifurquer, finalement, pour passer à côté. Exactement. C'est un peu l'objectif, c'est de montrer qu'il y a du positif et on peut faire des choses. Ouais. Et on va même aborder, parce que Jérôme en a parlé un peu avant de lancer l'enregistrement, mais l'aspect motivationnel, parce que trop souvent, en fait, on éduque en disant, le tabac, c'est pas bon pour la santé, vous allez mourir. Mais c'est facile. En fait, il n'y a aucun fumeur. C'est un exemple que je prends souvent. Il n'y a aucun fumeur 2024, 2025. Puis après, quand est-ce que vous écoutez cette vidéo-là qui ne sait pas que c'est pas bon pour lui? Il n'y a pas besoin d'avoir un message de plus sur la cigarette. Il y a besoin d'avoir un entourage motivationnel. Il y a besoin d'avoir des outils pour avancer. Ou peut-être qu'il veut juste fumer, puis c'est son droit aussi. Mais l'aspect motivationnel est super important. Mais j'aime cet exemple. Je l'utilise tout le temps. Ouais, voilà. Bon, on est synchronisés. Donc, merci pour votre attention à la maison. Et on complète maintenant donc ce premier segment et on poursuit avec le prochain à partir de la prochaine vidéo. Merci, Amine. Parfait.